Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, aujourd'hui, je vais vous parler du PER et vous allez tout comprendre. Allez, yeah! On va donc commencer par le fameux PER, polyéthylène réticulé haute densité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nom PER, c'est typiquement français puisqu'à l'international, on appelle ça du PEX. Si tu vas dans un autre pays et que tu cherches du PER, il ne faudra pas que tu demandes du PER, il faudra que tu demandes du PEX parce que généralement, c'est une appellation internationale. Voilà, comme ça, déjà rien qu'avec ça, tu te coucheras moins bête. Donc le PER, il est généralement vendu en couronne. Tu peux acheter des couronnes de différents diamètres, on va en parler juste après, mais surtout tu peux acheter ce qu'on appelle des couronnes de nu, voilà, comme ça, tu achètes ta couronne et dedans il y a juste le tube, mais tu peux l'avoir aussi en version gainée, donc c'est-à-dire qu'il est pré-gainé, il y a la couronne et le tube il est déjà dans une gaine, donc ça c'est plutôt bien si tu as des passages en dalle, etc. Et je crois même que le PER, tu peux peut-être l'avoir aussi isolé, donc c'est-à-dire qu'il est déjà revêtu d'un isolant, voilà, si tu passes dans une cave ou quoi que ce soit. Le PER, tu peux l'utiliser pour de l'EFS ECS, donc EFS ECS, ça veut dire eau froide sanitaire, eau chaude sanitaire, donc en gros pour de la plomberie, pour alimenter tes chiottes, ton évier, ton lavabo, etc. Mais tu peux aussi l'utiliser pour du chauffage. Alors attention, c'est important pour le PER et ce sera aussi valable pour le multicouche. Le PER est toujours classifié. Donc en gros, quand tu achètes un tube PER, dessus il y a plein de choses de marquées. Ce qui est important, ce sont les trois grandes classes. La classe numéro 2, c'est la classe qui correspond à une utilisation pour de la plomberie potable, eau chaude, eau froide. Si tu achètes un PER et que dessus c'est marqué classe 4, classe 5, mais que c'est pas marqué classe 2, ça veut dire que dedans tu peux pas passer de l'eau potable. C'est ballot ça, hein? Mais rassure-toi, les trois quarts sont classe 2, classe 4, classe 5. Alors la classe 2, on a vu que généralement c'était la classe de l'eau potable. C'est avec ça que tu vas tirer ton réseau d'eau chaude, d'eau froide. Mais attention parce que ça reste du PER et donc il va falloir respecter certaines règles. En règle générale, le PER en eau chaude, il est conseillé de ne pas trop dépasser 60 degrés dedans et une pression max de 6 bars en eau chaude. En eau froide, compte tenu du fait que le tuyau ne sera pas déjà sollicité par la chaleur, pour une température de 20 degrés, tu vas pouvoir monter par exemple à 10 bars. D'accord? Ça, je te conseille quand même de te renseigner auprès de ton fournisseur parce que la classe que je viens de te donner, les spécifications de la classe 2, c'est les spécifications par exemple qu'il y a sur moi mes tuyaux. Là ici, j'ai 2-3 marques. Parmi les bonnes marques, tu vas trouver Reo, tu vas trouver Acom, mais il y a plein de marques. Il y a PB Tube, il y a plein de marques où tu fais comme tu veux. Ce qu'il faut, c'est surtout que tu vérifies que ce soit marqué CST BAT et que derrière le CST BAT, il y ait une suite de numéros. Ça veut dire que c'est un tube qui a été vérifié. Ce qui est aussi très important de comprendre, parce que je sais que je vais avoir la question, les petits loulous, je vous ai dit que pour une température d'eau potable de 20 degrés, il pouvait résister jusqu'à 10 bars. Ça veut dire qu'avec ça, on peut faire un réseau d'air comprimé. Alors attention, encore une fois, un réseau d'air comprimé, pas la badabeu. Si toi, tu veux faire passer 25 bars dans ton réseau d'air comprimé, c'est pas ça qu'il va te falloir. Mais moi, par exemple, dans une utilisation d'air comprimé standard, généralement, je règle mon compresseur sur 6 bars, 6 bars 5. Et la chaleur de mon air comprimé va jamais bien dépasser 35-40 degrés. Au pire, en plein été, il va prendre la température ambiante. Ça veut dire que si demain, je veux faire un réseau d'air comprimé, je peux, à moindre coût, je peux le faire avec ce genre de tuyau. Ça va résister sans problème. Par contre, eh ben, si je fous ça contre mon mur, ça va faire dégueulasse. C'est pour ça que je te parlerai d'une autre solution tout de suite après. Moi, mon tube en classe 4, je peux monter jusqu'à 6 bars pour 60 degrés. Ça veut dire qu'avec, je peux faire un réseau de plancher chauffant ou je peux faire un réseau de radiateur basse température. Ça veut dire qu'on va tourner avec de l'eau entre 50, 45, 50, 52 degrés par là, en basse température. Et bien sûr, moins si on est en plancher chauffant, on sera peut-être même facilement 10 degrés de moins. Mais ça veut dire que c'est compatible et que c'est homologué pour faire ça aussi, en plus de faire mon réseau de plomberie et de sanitaire.
Ça veut dire que si je fais tout mon chauffage et qu'il me reste des chutes, si le tube que j'ai utilisé est du classe 2, je peux aussi raccorder mon chiotte et mon évier avec. On est bien d'accord? Avec le même tube. Et ensuite, on a le classe 5. Le classe 5, c'est pour les installations de chauffage central haute température. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si toi tu as une chaudière standard de chauffage central et que tu as des radiateurs standards qui ne sont pas dimensionnés comme étant du basse température, eh bien tu vas plutôt avoir une sortie d'eau chaude qui va se situer en fonction de ta courbe de pente. On va pas faire un cours de chauffage ici, mais on va dire qu'il peut se situer dans une installation normale entre 65 et allez, 80 degrés en fonction de la région où tu habites, s'il fait froid, pas froid, etc. Et donc il faut que ce tuyau il puisse résister. Et là en classe 5, ils nous disent que ce tuyau il résiste jusqu'à 6 bars à 80 degrés. Donc ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser. Par contre, il va quand même falloir être vigilant sur certains points, notamment sur les planchers chauffants, parce que ce genre de tuyau, par exemple cette marque-ci que j'ai ici, n'a pas de barrière anti-oxygène. Alors certains vont vous dire « Ouais mais ça c'est du pipeau, ouais mais ça c'est ci ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tube de PER comme ça, c'est imperméable à l'eau, mais c'est perméable à l'oxygène. Ça veut dire que si dedans je mets de l'eau, je mets un bouchon de chaque côté, l'eau elle se barre pas. Mais l'oxygène qui est tellement, tu sais, ça nous entoure, c'est partout, c'est grand, c'est beau, et bien l'oxygène peut arriver au fil du temps à passer à travers la liaison du tube et se retrouver à l'intérieur de ton tube. Alors ça en soi, c'est pas catastrophique. Où c'est plus chiant, c'est quand tu as de l'eau stagnante. Et de l'eau stagnante, tu en as quand? Eh ben tu en as quand tu te barres pendant 4 mois. Par exemple, si tu as une maison secondaire et que tu dis « Oui, nous avons acheté une maison, une longère en Bretagne magnifique, nous allons y passer 2 semaines par an. » Tout le reste du temps, la maison elle est fermée. Tu peux être sûr que si ton installation elle est avec ça, tu vas avoir un problème. Parce que dedans, il va y avoir un développement de bactéries, une prolifération d'algues que tu n'auras pas par exemple avec d'autres matériaux. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si maintenant, toi, tu es un mec normal et que tu pars en vacances une semaine de temps en temps, eh bien, ce sera moins catastrophique. Par contre, si tu pars en vacances un mois, eh ben, quand tu vas revenir avec une installation en PER, je te conseille vraiment de laisser couler un petit peu l'eau avant de la boire tout de suite. Donc, je te conseille de rincer un peu l'install et après, tu pourras la reboire. Pour le chauffage, c'est plus délicat parce que là, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau que tu mets dans ton circuit de plancher chauffant ou de radiateur, mais là, on va parler essentiellement du plancher chauffant, eh bien, elle n'est pas renouvelée. C'est-à-dire que tu vas mettre 100 litres d'eau quand tu vas faire ton install au début pour remplir ton install, et ces 100 litres d'eau, elles vont peut-être rester dedans 10 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va tourner en circuit fermé. En période d'été, tu vas arrêter ton chauffage. L'eau, littéralement, elle va rester dans ton tuyau de plancher chauffant jusqu'à ce que tu rallumes ton chauffage. Et là, il y a une espèce de réaction qui va se passer avec l'oxygène, avec tout ça, et ça va développer des boues, et ça va développer des algues, et ça peut te foutre une merde dans un circuit de plancher chauffant, mais un truc de débile. C'est pour ça que c'est très important quand vous avez un plancher chauffant en PER ou en multicouche, de penser à le faire désembouer régulièrement. Il existe des produits type Sentinelle, Fernox, etc. que vous pouvez mettre qui vont retarder un petit peu cet effet que je viens de vous expliquer. Mais même avec ces produits, un désembouage par un professionnel ou par vous, si tu te sens de le faire, hein, par toi, hein, Macaille, hein, eh bien ça peut, c'est à faire généralement tous les 5 à 7 ans en fonction de ton installation. C'est très important parce que si tu ne le fais pas, eh bien toute cette boue, toutes ces algues, ça va s'accumuler, et plus ça va s'accumuler, eh bien moins la chaleur qui va passer dedans, elle va réussir à diffuser dans ta dalle, et donc eh bien tu vas dépenser de l'énergie inutilement, et en plus tu auras l'impression que ton plancher chauffant ou que ton chauffage il chauffe moins à un endroit qu'à un autre. Eh bien cherche pas plus loin, c'est que ton installation elle est embouée et qu'elle aurait besoin d'un bon nettoyage. Alors toutefois, il y a des spécialistes du plancher chauffant et du tube qui ont pensé à des solutions. Je pense notamment à la marque Reo qui lui a sorti un tube qui est équipé d'une BAO, barrière anti-oxygène. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, leur tuyau, il est conçu de telle manière que l'apport d'oxygène par l'extérieur, par la porosité microscopique du tuyau, elle est réduite de manière considérable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus du tout, mais ils arrivent à la réduire de manière considérable. Ils m'avaient expliqué, je ne me rappelle plus. Mais en gros, du coup, au lieu de s'embouer et de foutre la merde avec des algues systématiquement en très peu de temps, eh ben, tu vas avoir beaucoup moins d'entretien à faire avec un tube qui est équipé d'une barrière anti-oxygène. Mais cette barrière anti-oxygène chez Reo,
pour moi, elle est vraiment valable que pour un circuit de plancher chauffant. Pour alimenter tes chiottes ou quoi que ce soit, ça sert à rien de mettre un tube qui va coûter plus cher avec une barrière anti-oxygène pour alimenter simplement ton petit robinet de WC ou de lave-main. Pour moi, c'est valable dans le chauffage. D'un point de vue des diamètres, il faut faire attention parce que les diamètres du PER, c'est toujours un peu bâtard. D'abord, ça peut plus ou moins dépendre des marques, même si maintenant c'est normalisé. Mais par exemple, ici, on a un tube de 16 et donc on a des parois de 1,5 mm d'épais. Donc ça veut dire que pour un tube de 16 extérieur, on a un diamètre de 16-3, c'est-à-dire 13 intérieur. Ça, il faut le prendre en compte quand vous allez dimensionner votre installation. Je vous ferai une vidéo spéciale, mais quand vous allez dimensionner votre installation pour savoir ce qu'il faut mettre comme tuyau ou, il faudra le prendre en compte parce que par exemple, ce ne sera pas exactement les mêmes diamètres que le cuivre. Alors en gros, pour les diamètres standards, on a du 12 extérieur, on a du 16, on a du 20 et on a du 25. Alors attention, parce que le 12 extérieur, ça correspond à 9,8 mm intérieur. Et 9,8 mm intérieur, c'est juste bon pour alimenter un lave-main ou un chiotte, ou un lave-vaisselle ou une machine à laver. Mais surtout, ne prenez pas un diamètre de 12 pour alimenter une douche ou alimenter un évier. À mon avis, il y en a qui ont essayé. Bon, ils ont eu des problèmes. Mais moi, je vous dis franchement, si vous voulez faire du bon boulot, l'écart de prix entre le 16 et le 12, c'est 0. Donc par exemple, pour une baignoire ou pour une douche, on estime qu'il faut arriver minimum avec un diamètre de 13 mm intérieur. Donc on va utiliser un tuyau de 16 extérieur. Mais ça, je m'y attarde pas maintenant, je vous referai une vidéo pour dimensionner votre installation et vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Alors les avantages du tube PER, le premier, c'est le prix. Si tu restes dans des genres de tuyaux comme ça, eh bien, il y a des prix qui sont très raisonnables. Ensuite, tu peux avoir des tuyaux bleus et des tuyaux rouges, ce qui peut être pas mal si tu es professionnel ou amateur, parce que quand tu déroules des couronnes toute la journée, eh bien, au moins, quand tu arrives à ta nourrice, tu sais lequel c'est l'eau chaude et l'eau froide. On est bien d'accord. Donc ça, c'est un petit plus. Un des avantages du tuyau PER, c'est que le tartre s'accroche très difficilement dessus et donc tu auras très peu de problèmes de calcaire avec ce genre de choses. Alors attention, si tu auras peu de problèmes de calcaire dans tes canalisations, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des problèmes de calcaire dans le reste de ton installation, dans tes robinets, etc. Si ton eau elle est calcaire, il y a 2-3 trucs à mettre en place, mais là aussi, je te ferai un super tuto. Bien évidemment, avec ce genre de tuyau, il n'y a pas de corrosion, ça peut pas rouiller, hein. Et il y a très peu, voire pas de bruit de passage d'eau parce que de par le matériau lui-même, c'est un matériau où quand il y a un passage d'eau, c'est silencieux. Généralement, si vous avez du bruit sur une installation qui est réalisée en PER, ça peut venir de deux choses. Premièrement, elle a été mal dimensionnée par rapport au diamètre des tubes et deuxièmement, les raccords sont mal étudiés ou sont de mauvaise qualité ou il y a un truc comme ça au niveau des raccords, mais ça viendra pas du tube en lui-même. Les inconvénients de ce genre de tube, pour moi, c'est la qualité. Ça veut pas dire que c'est médiocre, que c'est bon à acheter, mais franchement, moi qui ai été plombier toute ma vie, c'est quand même vachement moins qualitatif, par exemple, que ce genre de choses. On va dire clairement que pour être honnête, en étant honnête, je suis pas là pour vous choisir ce que vous voulez, moi je suis neutre dans mes tutos, mais si moi on me demandait mon avis, sur une échelle de 0 à 10, en disant que le cuivre est à 10, je mettrais ce genre de tube à 4. C'est un tube qui est pas mal, qui est bon rapport qualité-prix, pour moi qui est bien si tu veux faire du vite fait, bien fait, pas cher. Franchement, le PER, c'est impec. Si tu essayes de le soigner un petit peu, ça peut plus ou moins bien vieillir. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais c'est quand même pas mal. Parmi les autres inconvénients non négligeables, ça dilate énormément. Pour info, 1 mètre de tube PER dilate 7 fois plus qu'un mètre de cuivre. Ça veut dire qu'au moment de l'installation, il faut en tenir compte. Parce que si à un moment vous tendez vraiment votre tube et que vous faites votre raccord sertissage, etc. parce que vous vous êtes gouré dans les côtes ou quoi que ce soit, là il va y avoir un problème. Parce qu'au moment où ça va dilater, se rétracter, ça va péter à un endroit où ça va faire vraiment de la merde. Ou alors le tube va vraiment s'étirer, il va plus revenir dans sa position et là du coup vous allez le fragiliser. Donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est la forte dilatation du tube de PER. L'autre point faible pour moi, c'est la mise en œuvre, c'est-à-dire que c'est le cintrage. Pour cintrer un tube PER, il n'y a pas de possibilité, c'est-à-dire qu'il ne va pas garder sa forme. Vous allez pouvoir, grâce à des systèmes de ressorts, mais je ne vais pas trop t'en parler dans cette vidéo parce que je te prépare une vidéo dédiée, réussir à
donner un peu une forme, par exemple, pour une sortie de dalle. Vous imaginez que votre tuyau, là, il est dans la dalle, vous voulez le faire ressortir contre le mur. Voilà, tu vois, mais on voit bien que, enfin, c'est pas propre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... C'est pas génial, quoi. C'est pas génial. Mais par contre, si vous faites... Tiens, regarde, voilà. Voilà, tu vois, le genre de choses que j'aime pas. Tu vois, là, il s'est passé un truc. On appelle ça croquer. Alors ça, quand ça t'arrive, il y a une règle d'or qui est claire. C'est que ça, c'est foutu. Ça disparaît. C'est mort. Là, ton tuyau, il a perdu de tout ce que tu veux. Il est même plus pris en garantie, il est foutu. Le tube PER, pour moi, c'est très bien. Dans certaines conditions. Mais personnellement, moi, je l'utilise très peu parce que je le trouve peu qualitatif. Maintenant, si t'as pas une thune, si tu veux faire du vite fait, bien fait et tout, c'est idéal. Ça va bien, c'est pas trop cher. Voilà. Il y a quelques règles de mise en œuvre et ça nécessite très peu de savoir-faire, il faut bien le dire. Ah oui, les bichons, j'oubliais encore deux petites choses. Bien évidemment, le PER ne s'installe pas en apparent. S'il vous plaît, par pitié, ne m'installez pas ça en apparent, c'est juste horrible. Ce n'est pas fait pour. Ce n'est pas fait pour. Deuxième petite chose, le PER ne convient absolument pas pour réaliser une installation de solaire thermique. Là aussi, je vous ferai un tuto, mais par pitié, et là, ça peut avoir des conséquences très graves. PER multicouche, interdiction absolue dans le solaire. Alors vous me direz, oui quand même, j'ai 20 ans de métier et ça je l'ai déjà vu. Je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Et encore quand il n'y a pas de blessés, ça va. Allez, à plus.